Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre du Festival de l'IA qui se déroule actuellement du 13 au 19 juin. Tout d'abord, j'ai une petite question pour vous. Combien d'entre vous ont déjà utilisé une intelligence artificielle aujourd'hui? Pour faire une recherche, pour réviser un cours, pour créer une image, pour trouver une idée ou simplement par curiosité? En fait, je pense qu'on a tous déjà eu recours à l'intelligence artificielle. Donc, quand je dis IA, ça veut bien dire intelligence artificielle, mais on va faire court, on va dire IA pour que ce soit beaucoup plus simple et rapide. Donc, l'IA est partout. L'IA est vraiment partout, mais derrière tous ces outils que nous utilisons, il y a des personnes qui les créent, qui les développent, qui les entraînent, et d'autres qui les utilisent pour transformer leur façon de travailler. C'est justement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui 5 professionnels qui ont des parcours très différents. Certains travaillent directement dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'autres exercent des métiers qui ont évolué et qui vont encore évoluer grâce à l'intelligence artificielle et avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies. Donc, je vais avoir le plaisir de les interviewer pour qu'ils nous racontent leur parcours, leur quotidien et la manière dont l'IA fait aujourd'hui partie de leur métier. Avant de commencer, je voudrais les remercier chaleureusement d'être avec nous et d'avoir accepté de partager leur expérience parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas facile de partager une expérience et encore moins derrière un ordinateur, derrière un webinaire. Et surtout, ce webinaire, c'est aussi le vôtre, vous les jeunes ou les enseignants. Le chat est ouvert pendant toute la rencontre. N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a surtout pas de questions bêtes et nous prendrons le temps d'en sélectionner le plus possible pour nos invités. Alors que vous soyez déjà passionné par l'IA ou simplement curieux de découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, installez-vous confortablement et c'est parti. Donc tout d'abord, c'est quoi l'IA? L'intelligence artificielle. Donc moi, je vais vous donner une définition qui est l'intelligence artificielle est un ensemble d'outils informatiques capables d'apprendre à partir de données pour résoudre des problèmes ou automatiser des tâches. Donc là, vous allez me dire, j'ai rien compris. Donc, concrètement, je vais vous expliquer à l'aide d'outils que vous utilisez au quotidien, et notamment par exemple TikTok, mais il n'y a pas que TikTok, il y a aussi tous vos réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Donc, un exemple concret. Quand vous utilisez TikTok, on vous propose des vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle regarde ce que vous avez regardé pendant longtemps. Elle analyse. Elle regarde aussi ce que vous avez liké. Elle regarde aussi ce que les gens autour de vous, comme vous, ont regardé aussi. Et puis, l'intelligence artificielle se dit, eh bien, ce type de vidéo semble lui plaire, donc je vais lui en proposer d'autres similaires. Donc ça, je pense que vous avez tous toujours déjà eu dans votre vie cette expérience qui vous propose des vidéos alors que vous êtes allé voir une fois un truc et là, après, toute la journée, vous en avez d'autres qui vous sont proposés. Et bien ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Un autre exemple concret qui va vous parler, c'est le Face ID, comme on dit, ou Face ID, ou Face ID pour les plus anciens. En fait, lorsque vous voulez déverrouiller votre téléphone, le téléphone prend une image de votre visage. Puis, il crée une empreinte faciale à l'aide de mesures, de petits points qui seront autour de votre visage. Et ensuite, il la compare à celle qui a été enregistrée lors du réglage de votre téléphone. Et si ça correspond, en fait, il vous laisse entrer et déverrouiller votre téléphone. Bon, donc ça, en fait, il y a quand même une alerte. Certains systèmes ne sont pas infaillibles, et notamment, par exemple, pour les jumeaux ou les jumelles, ça peut arriver. Ou bien, et ça nous arrive fréquemment, si vous n'êtes pas maquillé, si vous n'avez pas mis votre make-up ou si vous avez mis un petit masque sur votre visage. Donc, plus sérieusement, l'IA, en fait, ça existe depuis quand? Alors, à votre avis, via le chat, vous allez peut-être pouvoir nous répondre. Est-ce que d'après vous, l'IA est apparue en 1950? Donc vous n'étiez sûrement pas né. En 1964? Non plus, je pense. En 1997? Peut-être les enseignants qui vous entourent.
Et puis en 2022, oui, là, je pense que vous étiez tous nés. Donc, à votre avis, est-ce que c'est 50, 64, 97 ou 2022? Je vous laisse Alors, quelques instants. dans le chat, on a beaucoup de propositions. 1950, 97, 2022, il y a Il y a tout. toutes les dates qui sont données. Alors, les heureux vainqueurs sont ceux qui ont choisi 1950. En fait, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça date de 76 ans, si mes calculs sont bons. Donc, en 1950, grâce à qui? Grâce à Alan Turing. Alors là, vous allez dire, elle va nous faire un petit cours d'histoire. Mais non, je ne vais pas vous faire un petit cours d'histoire, mais c'est quand même quelque chose que vous devez savoir. En fait, l'histoire de l'IA a commencé en 1950 grâce à Alan Turing. Et ça, c'est vraiment un personnage que vous devez avoir en tête. Et puis, en fait, ça vous fait de la culture et qui est vraiment très, très important. En fait, cette année-là, cet Alan Turing, qui est un scientifique, qui est un mathématicien, il se pose une question qui paraît folle pour l'époque, en 1950 quand même. Est-ce qu'une machine pourrait un jour réfléchir comme un humain? Donc ça paraît vraiment fou à l'époque. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des ordinateurs, mais qui étaient énormes. C'était des pièces complètes. Ils étaient énormes, ils étaient très très lents. Ils étaient beaucoup plus lents et beaucoup moins puissants qu'un smartphone, vous qui tient dans votre main. Et Alan, il se posait déjà cette question. Et grâce à Alan et ses collègues, qui a créé une machine qui était capable de trouver une clé de déchiffrement avec des zéros et des 1, en fait, selon de nombreux historiens, cette prouesse d'Alan a permis de sauver des dizaines de milliers de personnes et qui aurait permis aussi d'éviter des années supplémentaires de guerre. Donc je pense que c'est un personnage quand même que vous pouvez enregistrer dans votre mémoire parce que c'est grâce à lui tout ça. Donc aujourd'hui il est décédé en 1954. Mais voilà, il faut le garder dans un petit coin de votre tête. Ça, c'était la minute culture, la minute histoire. Donc voilà, donc maintenant on va passer à autre chose, parce qu'en fait nous avons des invités, et ces invités qui sont au nombre de 5, je vais vous les faire découvrir grâce à un petit jeu, un petit qui est, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, qui existe encore dans les commerces, où je vais vous donner des indices, et puis vous allez devoir découvrir qui est cet invité derrière. Donc tout d'abord, je vais vous parler de cet invité qui est Data Engineer. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc, Data Engineer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Data Engineer? Le Data Engineer, c'est une personne qui construit les tuyaux, qui transporte et qui range toutes des informations au bon endroit. Donc ça ne nous dit pas grand-chose non plus. Cette personne, elle travaille chez Verbaudet. Donc Verbaudet, ça vous parle peut-être un peu plus. C'est un commerce qui vend des produits pour les bébés, pour les enfants. Alors, à votre avis, est-ce que cette personne, c'est Laure, c'est Marina, c'est Charles, c'est Julie ou c'est Samuel? Donc voilà nos 5 invités qui sont là en direct et qui sont prêts à vous répondre. Donc, je vous laisse dans le chat nous dire si d'après vous, cette personne que j'ai décrite, c'est Laure, Marina, Samuel, Charles ou Julie. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas d'indice. On ne nous dit pas si c'est un homme, si c'est une femme. Bon, moi, je dirais qu'elle travaille chez Verbaudet, donc peut-être que ça peut vous donner un indice. Alors, Gaël, on a deux propositions. Laure, Charles, Samuel, là, pour le coup. Deux fois Samuel encore. Samuel. Impossible de répondre. Bon, ok. Donc, en fait, je vais vous donner la réponse, c'est Julie. Donc, Julie, justement, elle va prendre la parole et elle va se présenter pour nous expliquer un petit peu ce que c'est Data Engineer. Et je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ce métier. Donc, bonjour Julie, et puis merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Merci à toi, bonjour à tous. Eh ben oui, c'est moi. Julie, j'ai 34 ans. Alors data engineer, évidemment, c'est le nom en anglais. Je suis data ingénieur. Voilà, mais aujourd'hui dans la data, la mode, c'est de donner les noms en anglais. Voilà, donc je suis data ingénieur chez Verbaudet depuis 2 ans. Avant ça, j'étais data analyst pour Verbaudet ou pour d'autres enseignes. Et mon métier, effectivement, comme c'est décrit, c'est de construire les tuyaux qui vont transporter les données. Les données, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être qui achète chez Verbaudet. Ça peut être qu'est-ce qu'ils ont acheté, quel type d'article.
Et c'est notamment la base de ce que vous allez trouver, par exemple, en allant sur les sites. Si vous allez sur un site Verbaudet, vous avez déjà fait des achats, on va vous proposer des choses qui vont vous intéresser. Et ça peut être de l'IA, mais c'est surtout de la donnée parce que il n'y a pas vraiment d'IA sans données, finalement. Donc, voilà pour moi. Bah, merci beaucoup, Julie. Et Julie, pourquoi ce métier? Parce que Et bien, pourquoi ce c'est une métier? femme, Parce que c'est une femme qui travaille dans l'IA, quoi. Parce qu'en fait, alors moi j'aimais les maths, mais surtout j'aimais les statistiques. Moi j'ai pas fait un bac scientifique, j'ai fait un bac économique. J'aimais les stats, j'aimais les probabilités, donc je me suis orientée là-dedans parce que c'était quelque chose que j'aimais. Et finalement, au fil de mes études, ça m'a amené vers la data, la manipulation de données, qui est finalement beaucoup de statistiques, beaucoup d'informatique finalement, du codage si certains aiment le code. Voilà. Et finalement, les data ingénieurs, ce sont les personnes qui manipulent la donnée en premier et qui font le travail de source. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est vraiment ce mélange informatique et mathématique. Et à quoi, en fait, servent ces données? Ça Parce peut que moi, servir à énormément de choses, comme l'exemple que j'ai donné sur la recommandation des produits. Ça sert aussi évidemment à analyser les ventes et à prendre des décisions au niveau les plus élevés de l'entreprise. Si on voit que certains articles fonctionnent mieux que d'autres, si on veut booster certains produits, comment on peut le faire, quel type de client achète quel type de produit, qu'est-ce qu'on met dans nos magasins. Voilà, ça peut être vraiment toutes sortes de choses. On fait énormément de choses avec la donnée. d'accord. Donc, en fait, ce data engineer, c'est vraiment une pièce maîtresse, je pense, pour Verbaudet et pour toutes les autres entreprises, bah, voilà, pour booster les ventes, pour le business, en fait. Donc, sans Tout à ces fait. ingénieurs, je pense qu'il serait difficile de savoir quel produit on va vendre, quel on arrête, et puis proposer un éventail de produits qui pourraient intéresser notre clientèle. Donc, vraiment, je pense, une pièce maîtresse pour le business de ces entreprises. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Julie. Merci d'avoir présenté ce métier. Maintenant, on va passer à notre deuxième invité. Donc, le deuxième invité, c'est une personne qui est entraîneur en réussite professionnelle. Entraîneur en réussite professionnelle. Donc, cette personne travaille chez Comme toi-même, comme toi-même. Et puis, cette personne, elle accompagne les professionnels et les organisations à redonner de l'élan aux trajectoires, révéler les talents et renforcer le pouvoir d'agir. Alors ça, est-ce que c'est de l'IA? Je ne sais pas. Donc, d'après vous, est-ce qu'il s'agit de Laure, de Marina, de Charles? Alors, Julie, ça m'étonnerait. Ou de Samuel. Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Est-ce qu'il s'agit de Laure, Marina, Samuel, Charles? Ou alors celui qui n'a vraiment pas écouté, est-ce qu'il s'agit de Julie? Alors, on a du Marina, du Laure, du Marina ou Samuel. Marina, Marina, oh là là. Donc, alors déjà, entraîneur, si vous êtes bon en orthographe, ça peut vous donner un indice. Donc, il s'agit de Marina, effectivement, vous aviez bien répondu. Donc, Marina, est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Oui, alors je vais commencer par mon parcours qui va expliquer mon métier. Je suis ingénieure en agroalimentaire et j'ai fait mes études à Lyon, à l'ISARA, qui est une petite sœur de l'ISA de Lille. Et pendant 15 ans, donc j'ai travaillé en agroalimentaire où j'ai créé des labels rouges, des appellations d'origine contrôlée, donc des produits que l'on consomme avec une origine géographique. Et puis, j'ai changé 7 fois de mission, d'entreprise et de métier pour notamment suivre mon conjoint. Et j'ai travaillé ensuite 15 ans dans l'entrepreneuriat et l'accompagnement à l'innovation. Et au travers de ces 30 années d'expérience, parce que j'ai un peu plus de 50 ans aujourd'hui, j'ai croisé beaucoup de personnes brillantes. J'ai travaillé dans des incubateurs où j'ai accompagné des startups, où j'ai travaillé avec des médecins, des neurochirurgiens. Je travaille avec des artisans, avec des agriculteurs, avec la grande distribution, bref, avec tout un tas de personnes
Et je me suis rendu compte que des personnes brillantes n'arrivaient pas forcément à évoluer professionnellement, à avoir le métier qu'elles souhaitaient. Et à force de travailler aux côtés de start-up, donc des personnes qui ont créé une entreprise innovante, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi moi aussi je ne deviendrais pas entrepreneur? Pourquoi moi aussi je ne créerais pas mon entreprise? Et il se trouve qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ça n'a jamais été aussi facile que de créer son entreprise ou en tout cas d'y réfléchir parce que l'intelligence artificielle nous aide vraiment à faire des études de marché, à analyser finalement ce qui peut être une attente sur le marché, ce que les personnes souhaiteraient avoir comme service ou comme produit. Et donc, j'ai créé Comme Toi-même pour accompagner les personnes à réfléchir justement à leur prochaine étape de travail, à réfléchir à comment évoluer professionnellement, des personnes qui sont parfois un peu fatiguées dans leur mission, qui veulent se reconvertir, mais aussi des gens qui veulent juste rebondir et s'ouvrir à d'autres choses. Donc voilà un petit peu ma trajectoire qui a été fait plein de rebonds et de transitions professionnelles qui a nourri mon projet d'entrepreneur avec l'IA qui a été pour moi un vrai levier pour sauter le pas. D'accord. Bah, écoute, oui, en fait, donc ça veut dire que toi, concrètement, tu ne travailles pas dans l'IA, mais grâce à l'IA. Et effectivement, les métiers ont évolué et ça peut permettre à des personnes qui n'avaient pas ces compétences pour ouvrir leur entreprise, etc., de pouvoir sauter le pas alors qu'ils sont brillants et que du coup, c'était un frein. Donc, en fait, l'IA, c'est vraiment un facilitateur pour pouvoir s'épanouir. Tout à fait. Là, c'est vrai que dans mon cas, et on est beaucoup dans ce cas-là, quand on veut, parce qu'il y a plein de manières de travailler aujourd'hui. On peut être salarié, on peut créer son entreprise, on peut être freelance. Donc voilà, il y a plein de formats pour aujourd'hui trouver sa voie professionnelle. Et l'IA aujourd'hui facilite vraiment l'accès à l'entrepreneuriat, donc sur la partie création de l'entreprise. Donc ça a été mon cas et l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, au-delà de la création de mon entreprise et aujourd'hui au cœur de mon accompagnement. Donc, je pourrais en parler un peu plus dans les questions suivantes, mais en tout cas, quand on accompagne quelqu'un dans son orientation professionnelle, et vous avez certainement des conseillers d'orientation dans vos lycées, dans vos collèges, il faut surveiller. Avant, il y avait beaucoup de documentation papier, il fallait voir toutes les formations qui existaient, les écoles, on faisait des Mhm. tests de personnalité, ça prenait énormément de temps. Aujourd'hui, l'IA nous aide énormément à aller chercher ces informations-là de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinente parce que ça nous aide à croiser plein d'informations. Par contre, il y a plein de choses que ça ne remplace pas et ça, on en parlera tout à l'heure, je pense. Ouais, on va pas tout dévoiler maintenant, mais effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Mais en tous les cas, parmi les avantages, il y a la rapidité et l'accessibilité de certaines informations. Donc, bah, merci beaucoup, Marina. Nous allons passer maintenant à notre troisième invité. Donc, ce troisième invité est architecte. Ah oui, un architecte qui n'est pas un architecte pour les maisons, mais pour les logiciels, car il faut imaginer le logiciel comme une maison. Voici l'indice. Cette personne travaille, je ne sais pas si vous connaissez cette tour, chez Fujitsu. Alors, d'après vous, est-ce qu'il s'agit de Laure, de Marina, je pense pas, de Charles, de Julie ou de Samuel? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Donc, il vous reste 3 chances. Ah, donc, Charles, Samuel, Laure, Samuel. Donc là, on a une majorité qui pense que c'est Charles ou Samuel. Eh bien non, c'est Laure. Effectivement, on s'est dit architecte, peut-être ça fait penser à un homme. Eh bien non, c'est une femme et il s'agit de Laure. Donc Laure, je te laisse la parole pour te présenter ton parcours et ton métier. Oui, bonjour à tous. En effet, moi je suis architecte, donc architecte logiciel, pas architecte dans le bâtiment, mais on peut trouver des similarités entre ces deux métiers parce que moi j'imagine un peu le plan des logiciels, j'imagine comment on peut rendre un logiciel plus robuste, plus sécurisé, un peu comme une maison.
les développeurs, ils vont construire le logiciel et moi, je vais l'imaginer dans sa structure. Faut aussi imaginer en fait toute la technologie, les langages informatiques comme les matériels que vous pouvez utiliser pour construire vos maisons. Alors moi, à la base, j'étais pas du tout dans l'informatique. J'ai pas fait d'école d'ingénieur. J'ai fait 2 ans de droit. En fait, à la base, j'ai fait un bac ES, donc comme toi, Marina, je crois, plutôt économie, sociale, l'anglais. J'étais même presque littéraire. Ma maman est prof de français, et donc les maths, c'était vraiment pas du tout mon dada. J'ai fait 2 ans de droit et j'ai adoré mes études de droit, mais il me manquait quelque chose dans le dynamisme, si je peux exprimer ça comme ça. Ouais, il me manquait quelque chose un peu d'actif. Et donc, en fait, après mes 2 années de droit, j'ai fait des concours pour accéder à des écoles de commerce. Et j'ai été prise à Kedge Bordeaux. Je sais pas si vous connaissez. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai eu un master 2 spécialisé en entrepreneuriat. Et en fait, pendant une année de césure, j'ai rencontré un développeur qui m'a parlé de son métier et ça m'a fascinée parce que je trouvais que ça rassemblait un peu tout ce dont j'avais envie. Un métier qui est à la fois créatif, mais aussi intellectuel, où on a besoin de tout le temps se former parce que les technologies évoluent. Et j'ai fait une petite formation de 3 mois un peu intensive en programmation informatique. Et donc, à la fin, j'ai trouvé un stage dans une entreprise en tant que développeur et formatrice sur des logiciels. Et en fait, au fur et à mesure, là, j'arrive à presque 10 ans d'expérience. Au fur et à mesure de ma carrière, je me suis un peu orientée vers j'ai fait différents métiers, du coup, développeur, on va dire formatrice. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que je voulais accéder à ce métier d'architecte que j'exerce depuis un an et qui me plaît et va me plaire, à mon avis, un bon moment. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas de mon expérience, c'est qu'on peut se tromper et on peut trouver le métier dans lequel on est bien ensuite. Effectivement, il faut dédramatiser ce sujet de l'orientation parce qu'effectivement, à tout moment, on peut rebondir. Et c'est bien en fait que tu dises que c'est une opportunité, tu as rencontré quelqu'un et quelqu'un t'a donné envie. En fait, c'est ça aussi, choisir son orientation, c'est rencontrer un maximum de personnes, avoir un réseau. Et un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va vous présenter son métier, on va dire, bah oui, moi aussi, j'aimerais faire ça. Parce que parfois, on n'a vraiment pas d'idée de ce qu'on veut faire plus tard. Donc Ouais. effectivement, et puis toutes les compétences qui ont été acquises en droit, en commerce, etc., en fait, ce sont des compétences transversales qui servent aussi, à mon avis, chez Fujitsu. Et Fujitsu, quelques mots peut-être sur cette Oui, entreprise? c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, c'est une entreprise japonaise qui est pas tant connue en Europe parce que on a comme concurrent Microsoft, IBM, mais il faut savoir qu'en Asie, on est numéro 1 sur le marché des ordinateurs. Donc, on fait des ordinateurs et on fait aussi des ordinateurs comme ce que vous pouvez utiliser tous les jours, mais des ordinateurs quantiques. Donc des sortes de super ordinateurs. On peut faire aussi dans les matériaux qu'on propose comment on appelle ça, ouais, des pales pour les ventilateurs. Enfin voilà, on a plein de produits physiques différents avec une petite expertise sur l'ordinateur en général. Et on a aussi toute une partie logicielle dont je fais partie. Il faut savoir que Fujitsu a lancé sa propre IA qui s'appelle Kozuchi, que j'utilise moi tous les jours dans mes logiciels. Donc voilà, c'est une entreprise un peu généraliste, mais spécialiste de l'informatique, plus généralement. Très bien. Merci beaucoup, Laure. Merci pour cette présentation. Avec On va plaisir. passer au quatrième invité. Alors, on va continuer dans les termes anglais, hein. Head of Data Science. Alors, le Head of Data Science est le chef de l'équipe qui utilise les données et l'intelligence artificielle pour aider l'entreprise à prendre de meilleures décisions. Cette personne exerce chez Advance. Alors, est-ce qu'il s'agit de Laure, de Marina, de Charles, de Julie ou de Samuel? Donc, si vous avez bien suivi, il y en a 3 éliminés déjà. Donc, à votre avis, c'est Samuel ou c'est Charles? Ah, voilà, c'est assez partagé. On a du Samuel, on a du Charles. Eh bien, il s'agit de Charles, effectivement.
Donc, Charles, est-ce que tu peux nous présenter ton métier, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, moi, je travaille pour une entreprise, de cybersécurité. Donc on a plein de clients, ces clients, ça peut être, des centres commerciaux, des ministères, des entreprises que vous connaissez. J'ai pas le droit de les citer, mais, c'est beaucoup d'entreprises que vous connaissez. Et donc ces entreprises, elles peuvent subir des cyberattaques. Moi, j'habite à Lille et récemment, la mairie de Lille, elle a subi une cyberattaque. On pouvait plus aller à la piscine parce que tous les logiciels étaient bloqués. Donc, ce que font les attaquants, c'est qu'ils rentrent à l'intérieur des systèmes informatiques. Ils, transforment toutes les données avec une clé de chiffrement et pour la déchiffrer, il faut avoir une clé et du coup, ils demandent de l'argent pour, que la mairie, obtienne cette clé. Donc si elle veut récupérer son système informatique, soit elle doit payer, soit elle doit tout reprendre à zéro, tout reconstruire. Donc la plupart du temps, les gens, reconstruisent à zéro avec, des sauvegardes pour pas payer et alimenter encore plus, ce genre d'infraction. Et donc, mon entreprise, elle essaye de protéger toutes ces entreprises contre ce genre d'attaque. Et donc pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est que on regarde ce qu'on appelle des logs. Donc c'est quand vous utilisez un logiciel, le logiciel capture tout ce que vous faites. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des logs et qui sont remontés dans mon entreprise. Et donc bien sûr, on peut pas lire tous ces logs à la main puisque c'est des milliards de logs chaque heure qui arrivent. Et donc, on a besoin d'automatiser la lecture de ces logs et essayer de prédire est-ce que ces logs, c'est des logs de cyberattaque ou alors non, c'est normal, c'est juste un employé qui s'est connecté à son ordinateur. Voilà, on essaye de prédire est-ce qu'il y a une attaque en cours ou est-ce qu'il n'y a pas d'attaque en cours. Mhm. Donc, c'est ça notre mission. Et donc, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, c'est vraiment aussi une des solutions pour lutter contre cette cybersécurité? Parce que sinon, on ne pourrait peut-être pas réussir Alors, contre tous ces cyberattaquants. oui, c'est un peu le jeu du chat et la souris parce que là, aujourd'hui, les cyberattaquants, eux, vraiment, ils savent se servir de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de souci, c'est toujours les activités illégales comme ça, elles sont souvent précurseurs de ce genre d'activité. Donc nous, si on veut réussir à répondre à ces personnes qui utilisent l'IA pour nous attaquer, on doit aussi utiliser l'IA en effet, pour répondre. Donc on le fait déjà, comme tu le disais, l'IA, ça existe depuis 1950. Donc nous, ça fait déjà des années qu'on utilise l'IA. Mais aujourd'hui, en 2022, c'est plutôt ce qu'on appelle les LLM, l'IA générative. On utilise aussi ces technologies pour essayer d'être toujours plus rapide pour aller à la vitesse des attaquants. Oui, aller plus vite qu'eux, ce qui ne doit pas être facile à mon avis. Très bien, merci Charles. Et donc Advance, c'est une entreprise qui est située à Lille, parce que donc tu as dit que tu étais à Lille, l'entreprise elle est située à Lille? C'est une entreprise qui vient de Lille, qui a été créée à Lille. Aujourd'hui, on est partout en France et on est en Espagne et aussi en Italie. Et on a aussi des bureaux au Canada et à Hawaï, parce que comme ça, on est répartis tout autour de la planète et comme ça, on peut surveiller 24 heures sur 24 l'activité de nos clients. Mais donc, à la base, ça a été créé à Lille, oui. Très bien, merci. Donc Advance, c'est une entreprise qui travaille beaucoup avec Proche Orientation et qui est très souvent présent pour aider les jeunes à s'orienter et à accueillir et qui recrute, je pense. Donc voilà, Advance, nom d'entreprise à retenir pour vous. Merci beaucoup, Charles. Donc, passons au dernier. Alors là, si vous avez bien suivi, logiquement, donc la data scientist aussi et intégrateur IA. Tout ça, ça me paraît des mots un peu chinois. Donc, le data scientist est un peu comme un détective des données. L'intégrateur construit l'apparence d'un site web à partir d'un modèle graphique. Et cette personne, que vous allez vite deviner, travaille également chez Advance. Alors, à mon avis, ça n'est pas Laure, ça n'est pas Marina, ça n'est pas Charles, Beaucoup de ça suspense. n'est pas Julie. Et du coup, là, vraiment suspense. Je pense qu'il s'agit de Samuel, Sam Sam, effectivement. Il y en a qui vous appellent déjà Sam Sam. Donc, Samuel, est-ce que tu peux présenter ton métier? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Donc moi, je suis en alternance chez Advance, donc dans l'équipe de Charles qui est mon manager, donc faut que je fasse attention à ce que je dis aujourd'hui.
Donc je suis effectivement data scientist, mais j'ai la chance d'avoir des missions très variées. Donc en réalité, je fais aussi de la data ingénierie et du développement, on va appeler logiciel, on va dire. Donc mon métier au quotidien, c'est effectivement d'exploiter la donnée. Donc la donnée, il y en a partout, tout le monde s'en sert tous les jours. Les modèles d'IA sont basés sur ces données. Donc l'enjeu, le challenge, c'est de la comprendre, la formater, s'en servir et surtout la rendre disponible. Enfin en tout cas moi, mes missions principales, c'est de récupérer les données internes de l'entreprise et aussi des clients et de ces données brutes, faire des choses exploitables qu'on met après à la disposition des autres équipes, que ce soit les équipes business ou les équipes de cybersécurité elles-mêmes. Et ça passe notamment, comme c'est indiqué, par exemple faire des sites internet pour que ces données soient facilement utilisables, exploitables. Parce que derrière nous, on a des machines où il faut avoir un peu de technique pour les appréhender, pour leur parler. Mais du coup, un des enjeux aussi, c'est de la rendre accessible et facilement utilisable par tout le monde. D'accord. Donc chez Advance, ça fait longtemps que tu y travailles? Donc moi, j'ai commencé mon alternance de 1 an en septembre, donc ça fait 9 mois. Donc il me reste 3 mois encore. D'accord, très bien. Donc, on en saura un petit peu plus après lorsque tu nous expliqueras un peu ton parcours. Bah, merci Exactement. beaucoup, Samuel, et merci à tous les 5 pour cette présentation. Passons maintenant à quelques questions que je vais vous poser individuellement. Donc, ce n'est pas un micro-trottoir, c'est un micro-visio, on va dire. Donc, les métiers de l'IA. Alors, j'ai des panneaux qui s'affichent sur mon écran à longueur de temps, donc je ne vois pas ce que je dis. Donc, les métiers de l'IA sont réservés aux hommes. Ah bon? Avez-vous constaté une évolution de la place des femmes dans les métiers de l'IA? Et quels conseils donneriez-vous à une lycéenne qui hésite encore à s'orienter vers ce domaine? Donc cette question, je vais la poser à Julie. Donc Julie, est-ce que tu peux nous répondre très brièvement hein, à ces questions que beaucoup de lycéennes ou de collégiennes peuvent se poser d'ailleurs? Bien sûr, pas de souci. Alors, les métiers de l'IA sont réservés aux hommes? Évidemment que non. Ça, de toute façon, on en est bien la preuve. On est 3 filles aujourd'hui. C'est bien pour montrer que non, évidemment, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est vrai actuellement, et ça va répondre aussi à la deuxième question, c'est que il y a beaucoup d'hommes, mais c'est parce qu'historiquement, les métiers de l'informatique étaient beaucoup effectivement faits par des hommes, et encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'hommes dans l'informatique, ce qui est pas du tout représentatif des capacités des personnes. Moi, je suis allée dans cette branche parce que j'aimais les mathématiques, j'aimais l'informatique, j'aimais coder. Donc finalement, c'est vraiment une question de d'appétence et ça n'a rien à voir avec le genre. Et du coup, quel conseil je donnerais à une lycéenne? Eh bien, de la même manière que Laure en a parlé dans son parcours, en fait, c'est suivre ses appétences, c'est suivre ce qu'on aime. Finalement, c'est ça qui est important. Marina en a parlé aussi. Finalement, moi, c'est comme ça aussi que mon parcours s'est fait. Je voyais que dans le chat, il y avait une question sur quelles sont les études à faire pour être data ingénieur. Moi, j'ai un master de mathématiques appliquées. Donc voilà, ça fait très scientifique et finalement, c'est vraiment des statistiques. Je suis arrivée dans un premier métier où j'ai fait de l'analyse, ça m'a paru sympa. Je suis arrivée dans la data, ça paraissait sympa aussi. J'ai commencé à coder parce que j'ai découvert ça dans mon métier, ça m'a paru super. Je me suis dit, ben tiens, je vais devenir data ingénieur. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Et en fait, l'idée, c'est de suivre ce qu'on a envie de faire et de se former pour arriver là où on a envie. C'est une question d'envie finalement. Il faut vraiment suivre ça. Merci beaucoup, Julie. Et je rajouterais en fait qu'il faut oser et il faut aussi tester. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. comme tout autre métier, là on parle des métiers de l'IA ou un autre métier, ben, en fait, il faut oser, il faut se dire que c'est pas parce qu'on est une fille ou un garçon qu'on va pas aller vers telle ou telle voie. Et ben en fait, il existe des stages. Et les stages, c'est fait pour ça, c'est fait pour tester, se tromper, réfléchir. Donc n'hésitez pas en fait à effectuer des stages. Vos stages à vous, les collégiens et les lycéens qui sont obligatoires, mais d'autres stages également que vous pouvez effectuer pendant les vacances scolaires. Sachez que Proche Orientation a une convention de stage qui peut vous être mise à disposition pour aller tester des métiers. En fait, il suffit juste d'avoir 14 ans. À partir de 14 ans, vous pouvez effectuer des stages pendant les vacances. Vous pouvez effectuer un stage d'une journée, voire la moitié des vacances scolaires, donc une semaine si c'est les petites et un mois si c'est les grandes. Vous pouvez en faire plusieurs d'affilée, mais au moins vous serez sûr d'avoir testé et vous ne regretterez rien.
Donc, si jamais vous avez envie de tester ces métiers du numérique, de l'IA, de l'entrepreneuriat, allez-y, n'hésitez pas. Vous trouvez l'entreprise, vous contactez Proche Orientation, on vous fait une convention de stage et vous pouvez réitérer comme ça de nombreux stages jusqu'à temps que vous soyez dans l'obligation, arrive un moment, de faire un choix d'orientation. Mais au moins, ces stages vous auront permis de les tester et d'être sûr de votre choix. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat concernant les conventions de stage. Mes collègues sont là pour y répondre et vous donner les liens. Donc, merci beaucoup, Julie, pour ces réponses qui sont pleines d'espoir. Donc, j'invite les filles à partir vers les métiers de l'IA. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou on peut passer à la question suivante? Je reviens sur la deuxième question à laquelle j'ai répondu rapidement. Finalement, la place des femmes, en fait, c'est ça. Historiquement, c'est plutôt des hommes, mais il y a de plus en plus de femmes. Faut savoir que chez Verbaudet, à la data, on est une équipe de presque 15 personnes et on est majoritairement des femmes. Donc voilà, ça arrive. Personnellement, je suis la seule femme à la data côté informatique. Donc côté informatique, c'est plus lent, mais ça arrive parce que finalement, c'est vraiment une question d'appétence. Faut y aller. Il faut lutter contre les stéréotypes. Et effectivement, hein, tout à l'heure, je vous parlais de l'entreprise Solidarisation. Advance. Nous, on a de nombreuses entreprises à Proche Orientation qui nous contactent pour travailler sur le sujet de l'orientation, parler de leur métier et justement recruter des femmes dans des métiers qui étaient dits d'hommes et vice-versa, en fait, des hommes dans des métiers qui étaient plutôt à destination des femmes. Donc, n'hésitez pas à les découvrir, n'hésitez pas à faire des stages, n'hésitez pas à vous lancer, à rencontrer ces professionnels. Eh bien, merci beaucoup, Julie. On va passer à la question suivante. Donc, la question, c'est est-ce que dans l'IA, on travaille seul derrière un écran? Avec qui on collabore au quotidien? Est-ce qu'on est nombreux? Et puis, est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet ou de travail d'équipe qui a été essentiel? Donc, cette question, je vais la poser à Charles, qui est d'ailleurs chef d'équipe. Oui, c'est une très bonne question, et je pense que moi, ça fait partie des choses pour lesquelles je fais de la donnée, contrairement à d'autres métiers de l'informatique. En fait, quand on travaille sur la donnée, on est vraiment une sorte de pont entre, ben, le monde réel, là où il y a là où il y a des gens des commerciaux, là où il y a des gens, dans la finance, dans les RH et ben, l'informatique où, nous, on doit faire des modèles prédictifs et ces modèles prédictifs, ben, ils ont besoin de données, sur des ordinateurs pour réfléchir. Et donc nous, on est vraiment le pont entre ces 2 mondes. Il faut qu'on transcrive, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, pour les ordinateurs, pour qu'ils arrivent à faire des prédictions et cetera. Et donc ça fait qu'on doit vraiment, s'intéresser à plein de métiers pour comprendre comment ils fonctionnent et comment on peut traduire au mieux leur fonctionnement, dans des bases de données. Et donc là, c'est l'avantage de ce métier de la donnée. On apprend on est obligé de, par exemple, si vous travaillez dans la donnée chez Verbaudet, bah, vous êtes obligé de vous intéresser au commerce, aux enfants. Moi, je travaille dans la donnée, dans la cybersécurité. Je suis obligé de m'intéresser aux attaques informatiques. Je peux pas juste faire mon code dans mon coin. Je suis obligé de comprendre mes collègues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la donnée, je pense, contrairement à d'autres métiers de l'informatique où on peut juste se contenter de coder. Là, on doit vraiment être en contact avec des personnes pour répondre à leurs problèmes au quotidien. Donc ça répond à pas mal de questions. Tout à fait. Ça veut dire qu'on n'est pas Euh, seul, on est vraiment en équipe, vraiment physiquement, c'est possible. Vous n'êtes pas seul dans une pièce. C'est ce qui fait un petit peu peur derrière ces métiers. En fait, les jeunes se disent, oui, mais moi j'ai envie d'être avec des collègues, de communiquer. Donc là, c'est pas le cas du tout. En fait, il y a vraiment cette cohésion. Vous travaillez avec d'autres personnes. Ouais, on travaille pour d'autres personnes qui sont avec nous au quotidien et c'est un métier, souvent on travaille pour des gens qui sont dans la même entreprise. Donc la relation avec les personnes, c'est pas une relation commerciale, on doit pas aller prouver quelque chose à quelqu'un. On est vraiment là pour aider nos collaborateurs. Donc c'est aussi une relation qui est assez agréable parce qu'on est là pour répondre à leurs problèmes. Donc ça aussi c'est bien comme positionnement.
Ça fait partie des avantages des métiers de la donnée. Je n'ai pas répondu à cette question dans la première partie, mais je pense que c'est aussi bien de montrer pourquoi on choisit les métiers de la donnée, pourquoi on y reste. Donc le fait de vraiment devoir être curieux sur plein de métiers, pour moi, c'est vraiment un aspect très important. L'autre aspect, c'est aussi un métier où on est obligé d'apprendre tout le temps. Alors vous, je pense que quand on est au lycée, je ne sais pas si on en a marre d'apprendre, mais en tout cas, c'est vraiment la norme d'apprendre. Après, quand on est dans le monde professionnel, on n'a pas forcément autant d'opportunités d'apprendre. Et nous, le métier de la donnée, c'est vraiment, on est obligé d'apprendre tout le temps, ce qui fait que il n'y a pas 2 journées pareilles et il n'y a pas 2 années pareilles, notamment en ce moment avec la révolution de l'IA, nos métiers changent. Ça c'est un peu donc il y a des personnes qui aiment apprendre. Faut aussi avoir conscience que son métier, tous les 3-4 ans, il change. Donc, il faut aussi réapprendre un métier tout le temps. Donc ça dépend aussi, c'est quoi vos préférences? Est-ce que vous aimez apprendre tout le temps ou est-ce que vous préférez faire bien quelque chose? Et sinon, quand même, il faut noter, c'est des métiers de bureau, donc on passe notre vie dans des bureaux. On n'est pas en plein air, on n'est pas à voyager. Ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que des métiers de bureau, on peut les faire de chez soi. Mon entreprise, par exemple, a une politique, on peut faire 100% de télétravail si on veut. Donc il y a des entreprises comme ça, donc c'est quand même agréable. Par contre, oui, qu'il neige dehors ou qu'il fasse grand soleil, on n'est pas dehors, ce qui est bien quand il neige, mais quand il fait beau, on est quand même à l'intérieur. Ça aussi, je pense qu'il faut en avoir conscience quand on va faire un métier pendant quelques années de est-ce qu'on aime ou pas travailler depuis un bureau. Eh bien, oui, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients, tout dépend. Tout dépend de ce que l'on aime, effectivement. Et puis, il faut aussi se dire que les entreprises d'aujourd'hui évoluent dans le mode, dans les méthodes de management, de cohésion d'équipe, etc. Donc, elles sont de plus en plus innovantes pour justement garder les salariés et puis de faire en sorte qu'ils s'épanouissent aussi dans leur travail. Donc, beaucoup d'entreprises, et notamment dans le numérique, innove énormément et puis voilà, crée des séjours de cohésion, crée des ambiances d'équipe qui peuvent attirer les jeunes. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on peut passer aux questions suivantes? C'est bon pour moi. C'est bon? Merci. Donc, pour la prochaine question, l'IA va-t-elle remplacer tous les emplois? Donc là, je pense que c'est une question, je pense qu'il ne soucie pas trop nos collégiens et nos lycéens, mais qui peut-être interroge et inquiète plutôt les enseignants, les parents, nous, les personnes qui sont un petit peu plus âgées, on va dire. On se demande comment ça va se passer, ça fait un petit peu peur. Je pense que cette question, elle n'interroge pas trop, puisque les collégiens et lycéens vivent avec. Dans votre secteur, comment l'IA transforme-t-elle les métiers sans forcément les remplacer? Quels nouveaux métiers voyez-vous apparaître grâce à l'IA? Et cette question-là, à votre avis, je pense que vous avez tous compris qu'on va la poser à Marina. Merci. Donc sur le remplacement des emplois par l'IA, on voit beaucoup d'articles de journaux sur ce sujet. De tout temps, les métiers se sont transformés. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans à l'Agence régionale d'innovation. Il y a eu des technologies qui sont arrivées. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ces technologies, elles arrivent de plus en plus vite. Mais c'est vrai que quand l'électricité est arrivée, quand la mécanisation est arrivée, quand les ordinateurs sont arrivés, moi j'ai connu mon premier travail, il y avait les débuts d'Internet et forcément ça a complètement transformé tous les métiers. J'ai travaillé 20 ans en marketing communication. Aujourd'hui, les photographes et les graphistes sont assez inquiets par rapport à l'arrivée de l'IA parce que on peut générer des images ou des illustrations en quelques secondes avec ChatGPT, Midjourney, enfin toutes les intelligences artificielles que vous connaissez. Et pourtant, si on prend l'exemple de la photographie, on a tous un appareil photo dans la poche aujourd'hui avec le téléphone, ce qui est un peu fou quand on imagine avant la photographie, c'était un appareil qui était un petit peu encombrant et c'était un métier assez spécialisé. Pour autant, vous voyez qu'il existe toujours ce métier. C'est juste
que la manière de le faire est différente et rien ne remplacera malgré tout l'œil du photographe, la direction artistique d'un graphiste. On va, pour faire ces métiers, le faire autrement et on va demander peut-être d'autres qualités. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que le sujet, il n'est pas tant de choisir un métier, mais de développer sa capacité à évoluer. Et Charles le disait dans son métier dans l'IA aujourd'hui, aujourd'hui, il faut apprendre à apprendre, à s'adapter, à se réinventer. C'est ça vraiment la clé, parce qu'on va plus être dans des carrières linéaires. Moi, j'étais un peu, pas une exception, parce qu'il y en a eu d'autres, bien entendu, mais changer 7 fois de métier, pour des personnes de ma génération, c'était très rare. Alors que vraiment, aujourd'hui, les carrières vont plus du tout être linéaires. Vous allez beaucoup bouger. Et donc, cette capacité d'adaptation, c'est vraiment important de la développer. Et donc, sur ce que ça change, dans la manière de faire mon métier aujourd'hui, je vous en ai un peu parlé. Bien évidemment, tout ce qui est recherche, synthèse des contenus, préparer des supports. Je suis formatrice. Aujourd'hui, une présentation PowerPoint, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à ça. Par contre, ce que l'IA ne remplace pas, c'est l'écoute, c'est l'empathie. Ça va être la compréhension des situations humaines. Moi, j'ai des personnes qui sont fatiguées de leur travail. Il faut que je comprenne leur levier de motivation. Qu'est-ce qui fait que le matin, ils ont envie de se lever pour aller travailler, pour essayer de trouver une autre trajectoire. Des personnes, des jeunes, parfois, sont perdus à la fin de leurs études en disant bah, j'ai fait ces études, je suis plus trop sûre de moi. Ok, et ben on remet un petit peu sur la table leur personnalité, leurs forces et ce qui fait qu'ils vont trouver de l'énergie. Et ça, c'est des qualités profondément humaines. Il faut savoir créer de la confiance. Il faut aussi avoir un esprit critique. Donc tout ça, c'est des choses que l'IA ne remplacera pas, quoi qu'il en soit. Et donc l'humain, il aura toujours sa place sur bon nombre de métiers. Et sur les nouveaux métiers, bah, bien sûr, il y a tout ce qu'on vient de voir. Donc, et qui vont encore être développés. J'imagine aussi qu'il va y avoir des métiers sur l'éthique, parce que c'est vrai que l'éthique, c'est de se dire, bah, finalement, on peut utiliser l'intelligence artificielle à des fins qui vont être utiles pour le monde, mais c'est vrai que des personnes qui ont une vision moins positive pourraient détourner cette technologie pour faire moins le bien du collectif. Et ça, je pense que peut-être il y aura des métiers pour garantir que ces nouvelles technologies soient utilisées pour le bien de l'humanité, si je peux m'exprimer comme ça. Il peut y avoir des consultants, des formateurs, il y en a déjà hein, sur l'appropriation de cette nouvelle technologie. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est des métiers un peu hybrides, c'est-à-dire on est tous, on dit un peu augmentés par l'intelligence artificielle. Moi, aujourd'hui, j'ai créé de toutes Et bon, en pièces. fait, là. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez couper Pardon? votre micro, s'il vous plaît? Je pense que Sonia elle a réussi à le voir. Ouais, moi aussi, je suis. Madame Debois, Morgane, s'il vous plaît. Donc en fait, je pense que aujourd'hui, c'est des métiers hybrides qui vont naître. Moi, je vais créer toute pièce mon travail de entraîneur de réussite professionnelle avec ce qui a été mon parcours et que et voilà qui m'a et donc j'ai mis ça avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça m'aide vraiment à accompagner d'une manière différente de ce qui existait avant sur l'accompagnement de carrière. On va avoir des médecins augmentés, des avocats augmentés, des architectes augmentés, parce que l'IA nous donne cette possibilité d'aller plus vite, plus loin. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça la vision. Et pour finir, sur tous ces sujets-là, ce qui me semble important à dire, c'est que je pense que votre principale compétence, lycéen, collégien, demain, bah, ça va être votre gestion de carrière. Et pour ça, c'est apprendre à se connaître, c'est explorer le monde, c'est faire des choix, savoir parler de soi, de son projet, être curieux,
de tout, parce que les choses comme elles évoluent, c'est se nourrir un petit peu de tout ce qu'il y a autour, faire des stages, faire des immersions, comprendre les métiers, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et apprendre à s'adapter et à se réorienter. Et c'est pour ça que j'ai créé mon métier aujourd'hui, c'est que je pense que la gestion de carrière, savoir travailler sa trajectoire professionnelle, ça devient une compétence en tant que telle à développer. Et l'IA peut beaucoup nous aider à avoir toutes ces réflexions. Super Marina, merci beaucoup. Voilà, ça nous donne un espoir quand même parce qu'en fait, voilà, pour résumer, l'IA ne va pas remplacer tous les métiers. Effectivement, il y en a certains qui peuvent être remplacés par les métiers, mais justement, il va aussi en faire évoluer, en créer d'autres et justement, notamment liés au risque de l'IA. Donc, voilà, il faut pouvoir s'adapter, rebondir et puis, comme tu le disais, il faut vraiment oser sortir, rencontrer des personnes et gérer sa carrière. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses, Marina. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Euh, je pense que j'ai abordé tous les sujets qui me tenaient à cœur. Très bien. Si jamais il y a quoi que ce soit, on refera un petit point sur la fin s'il reste des choses qui n'ont pas été dites. Merci beaucoup. Donc, on passe aux questions suivantes. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul parcours pour arriver dans l'IA? Pouvez-vous raconter votre parcours? Était-il linéaire ou atypique? Et quels sont les parcours possibles après la seconde ou le lycée pour rejoindre ce secteur? Donc là, je vais poser cette question à Samuel. Ouais, alors du coup, pour la première question, je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'ici prouve que non, qu'on est à tous et toutes des parcours très divers et qu'on a tous arrivé plus ou moins au même stade avec l'IA. Moi-même, j'ai un parcours assez atypique, enfin en tout cas pas linéaire du tout. Du coup, comme Julie Laure, j'ai fait un bac SES, donc sciences économiques et sociales, avec une spécialité en économie et sociale. Et j'étais très nul en maths et j'avais très peu d'appétence pour les matières scientifiques, que ce soit la SVT ou la physique. Et du coup, après le bac, moi, je me suis plutôt orienté vers le littéraire. Donc, j'ai fait pas mal d'études de langue en fac. J'ai fait 2 ans d'anglais, 1 an de japonais et 1 an de psychologie. Mais la fac, c'était pas du tout fait pour moi, dans la manière dont on apprend, la manière dont on est traité, etc. Du coup, moi, après, j'ai fait une formation pour adultes, donc auprès de l'AFPA, qui m'a donné un titre de développeur logiciel. Et là, on se dit, il y a un gap entre passer de faire des langues à de développement logiciel. C'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue du travail qui a fait avec moi un bilan de compétences et d'appétences techniques. Et c'est comme ça qu'on a découvert que en fait, j'aimais bien développer. Et c'est encore aujourd'hui mon métier, donc finalement, tout mène à tout. Et pourquoi j'en suis arrivé à l'IA? Du coup, développement logiciel, donc à l'époque, il n'y a pas d'IA, on faisait tout à la main entre guillemets. Mais quand l'IA est arrivée, notamment l'IA générative, hein, donc tout ce qui est ChatGPT, les mid-journées, etc. à l'époque, moi ça m'a bien plu. J'aimais bien à la fois m'en servir et à la fois comprendre les mécaniques qui la sous-tendent. Et donc c'est pour ça que je me suis un peu réorienté et qu'aujourd'hui je suis dans une formation en alternance dans ces métiers. Mm, Et donc, pour les parcours possibles, je pense qu'en fait, il y en a beaucoup, hein. Que vous ayez un parcours scolaire un peu plus classique, vers des études supérieures ou au contraire que vous pensez plutôt partir directement soit sur une formation pour adultes, soit sur des cursus scolaires plus pointus et plus techniques, on va dire. Je pense que tout mène à tout. On peut même commencer sur quelque chose qui n'avait absolument rien à voir et se découvrir plus tard une appétence pour le sujet et du coup faire bifurquer, vers ça. Donc, je pense que j'ai un message à passer, c'est qu'il y a aucune fatalité on parle d'orientation et que mon conseil, ça serait juste, d'expérimenter. Là, du coup, je découvre, que vous posez la possibilité de faire des stages, à l'été et cetera. Franchement, foncez. Si vous avez déjà des idées de métiers qui vous tentent et que, du coup, vous voulez, vous assurer que effectivement c'est ce que vous imaginiez et c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, je pense que c'est une très belle opportunité. Donc, ça serait mon conseil. Si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le les yeux fermés. super. Merci beaucoup, Samuel. Effectivement, je pourrais rajouter que voilà, vous pouvez passer par la voie professionnelle, la voie technologique, la voie générale. Voilà, voilà, il y a énormément de formations qui mènent à ces métiers. Et même si vous ne l'avez pas fait lorsque vous êtes vraiment dans le cursus scolaire, vous pouvez le refaire plus tard. Samuel, il vous a parlé de formation continue. Formation continue, ça veut dire retourner
faire des études, retourner apprendre alors qu'on est adulte. Donc en fait, c'est-à-dire que tout au long de votre vie, vous pouvez vous former. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller consulter notre site Proche Orientation, sur lequel vous avez de nombreuses informations sur les formations qui existent, des formations courtes, des formations longues. Donc n'hésitez pas à aller scruter, à aller regarder tout ce qui existe en termes de formation autour de vous. Et puis, je rajouterais que dans les entreprises, effectivement, il faut des compétences, il faut des formations quand même adéquates en lien avec le métier, mais il faut aussi, surtout, des soft skills, c'est-à-dire des savoir-être. Donc, quand on est vraiment sérieux, débrouillard, attentif, curieux, ben voilà, c'est déjà de nombreuses qualités pour aller travailler dans ces entreprises. Bien évidemment, il faut se former, mais bien évidemment, voilà, il n'y a pas de chemin type, beaucoup de parcours atypiques. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ce qui existe. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de vos conseillers d'orientation, psychologues d'éducation nationale, qui peuvent vous aider et vous trouver les formations en adéquation avec vos besoins. Et vos enseignants également, qui sont toujours là à l'écoute autour de vous. Donc, merci beaucoup Samuel. Comme le temps passe très très vite, on va passer à la dernière question. Donc, aux dernières questions, il faut être un génie des maths pour travailler dans l'IA. Donc ça, je pense qu'on a déjà entendu certaines réponses. Est-ce que vous étiez particulièrement fort en mathématiques au lycée, donc au lycée ou au collège? Quelles compétences vous servent le plus aujourd'hui? Donc cette question, je vais la poser à Laure. Je pense qu'on a déjà la réponse, Oui, mais vas-y Laure, je te je vais laisse y être répondre. rapide. Donc, bien évidemment, il ne faut pas être un génie des maths. Je pense que Samuel l'a bien expliqué. Moi, j'étais pas forte en maths au lycée. Je crois que j'avais 8 de moyenne. J'ai bossé à fond pour le bac. Du coup, j'ai eu un 17, mais franchement, c'était parce que j'avais bossé. Et en fait, je suis en train de me dire, grâce à cette heure, que à cause de ma moyenne en maths, si ça tombe, j'ai pas voulu avoir l'idée de faire une école d'ingénieur. Et donc, pour être très brève, en fait, vos résultats scolaires ne doivent pas, même si j'imagine que c'est difficile à prendre ça en compte, mais vos résultats scolaires n'indiquent pas quel métier vous allez faire plus tard. J'étais pas forte en maths, je me retrouve avec ma fiche de paie, avec mon petit ingénieur dessus. Donc, vos résultats scolaires n'influent rien ce que vous allez faire plus tard. Soyez curieux, prenez le temps de discuter. En fait, moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est les rencontres, le fait que j'ai fait des stages pour savoir un peu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Et puis, de toute façon, la vie est longue et vous allez changer et donc vous allez pouvoir vous réinventer et peut-être justement grâce à l'IA qui va peut-être améliorer les formations plus tard. Mais donc, oui, voilà. En résumé, soyez curieux. Merci beaucoup Laure. Donc, merci beaucoup. Je vais essayer de clôturer rapidement ce webinaire parce que je pense que vous allez vouloir prendre votre pause déjeuner. Donc, tout simplement, je vais juste faire un petit test avec vous en direct. On imagine que je dois créer une image de jeunes en train de participer à un webinaire actuellement sur l'IA le 19 juin, qui est organisé par Proche Orientation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dois créer cette image. Bon, premièrement, j'ai un peu la flemme, comme tout le monde. Deuxièmement, je me dis, mais par quel outil je vais passer? Je ne sais pas quel outil utiliser. Et puis, je ne suis pas très, très créative, donc peut-être que l'IA va pouvoir m'aider. Mais attention, là, une alerte. Je vais vous montrer un petit peu ce que peut générer parfois l'IA en termes d'image. Donc, voilà le résultat. Admettons, j'ai créé une image de vous, les jeunes, en train de regarder ce webinaire. Et on s'aperçoit, alors là, c'est un peu exagéré, hein, je vous l'accorde, ils ne font pas autant d'erreurs. Mais faites très, très attention parce que l'IA, c'est bien, mais il faut aussi l'œil d'un humain pour pouvoir vérifier. Moi-même, parfois, j'en crée et c'est mes collègues qui me disent, attention, tu n'as pas vu, il y a une lettre qui ne va pas. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a des erreurs d'orthographe, hein, il manque des S, etc., qu'il y a des erreurs de date parfois. Donc, soyez très, très vigilants à ce que peut vous sortir l'IA, parce que voilà, l'IA, c'est pas magique non plus. Vous pouvez l'utiliser, effectivement, hein, ça vous fait gagner du temps. En plus, vraiment, ça donne de super résultats. Donc, moi, je vous invite à le faire. Par contre, vraiment, soyez très, très vigilants à bien vérifier avant d'envoyer, parce que sinon, après, on a un peu l'air ridicule. Voilà, donc c'était pour clôturer un petit peu ce webinaire. Donc, si vous avez des questions et que vous souhaitez rester sur ce webinaire, n'hésitez pas. On laisse le chat ouvert encore quelques instants. Donc, si vous avez des questions à poser à nos invités, les invités également, hein, si vous avez quelques questions ou quelques remarques que vous n'avez pas évoquées tout à l'heure et qui sont hyper importantes, n'hésitez pas à prendre la parole. Et donc, moi, je vous dis
à bientôt, à très bientôt pour de nouvelles aventures, parce que Proche Orientation, c'est aussi présenter tous les métiers. Donc là, on a présenté les métiers en lien avec l'IA, mais c'est aussi tous les métiers. Donc à bientôt sur des forums, sur des salons ou dans vos classes avec des professionnels qui viennent expliquer leur parcours. Donc pour ceux qui veulent rester, n'hésitez pas à rester. Et puis sinon, à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, est-ce que nous avons des questions encore en ligne? Question, s'il vous plaît. En fait, une question, je me permets de mettre un petit message. Je suis journaliste à l'Observateur, je suis arrivé un peu à la bourre. Est-ce que je peux juste voir les 2 premières slides, s'il vous plaît, pour les 2 premiers métiers? Les 2 premiers métiers. En fait, ouais. Je me suis arrêté, je suis arrivé pour l'architecte logiciel. De Oui. ce que j'ai compris, il y a un data ingénieur. Oui. Oui. Alors, je vous le donne tout de suite. Voilà, là, je vous le mets. Oups. Je fais une capture d'écran pour pas vous prendre trop. Donc, data ingénieur, voilà, c'est ça. Et c'était Ok. Julie de chez Verbaudet. Parfait. Ok, Et merci. puis, la suivante, c'était entraîneur en réussite professionnelle et il s'agissait de Marina. Qui est consultante. Ok, que je suis allé qui est voir. consultante. Ok. Parfait. Un grand merci à vous. Bah, merci à vous, merci d'avoir participé. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bah, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, on a les bien sûr la salaires, question, Gaëlle. Gaëlle. Comment? Pardon, on a une petite question bien sûr sur les salaires. Ah, alors là, les salaires, je pense Une que ça fourchette dépend. de salaire. Est-ce qu'il y aurait des fourchettes très rapides à donner, des fourchettes à quelques centaines d'euros près quand même? Alors, qui veut bien Ça poser? dépend. Par exemple, moi, je suis employée à Paris, même si j'habite à Lille. Donc, je pense que mon salaire est plus conséquent que mes pairs à Lille. Euh, je pense qu'à Paris, mon salaire, ça commence annuellement à, je dirais, 65 000 annuels à vérifier. Brut. Mais ouais. Voilà, après, on sait que les Ouais. salaires sur Paris sont plus élevés. Et puis après, bien évidemment, c'est difficile d'y répondre parce que ça dépend de l'ancienneté, du niveau d'études, de l'expérience, ça dépend de beaucoup de choses, de l'entreprise en elle-même et de sa politique en termes de salaire. Est-ce qu'il y en a un autre d'entre vous qui veut parler salaire? Peut-être pas le sien, mais en tous les cas, parler de salaire dans l'IA. Bah, en tout cas, en alternance, vous êtes malheureusement plafonné au SMIC après 30 ans. Et avant 30 ans, c'est même moins que ça, selon votre tranche d'âge. Donc, à garder en tête. Mais par contre, vous avez quand même accès à tous les avantages de votre entreprise. Effectivement. Moi, en tant que data ingénieur, donc moi je suis dans Verbaudet, basé à Tourcoing, donc c'est vraiment dans le nord. On démarre à 40 000 annuels bruts. Très bien. Donc là, vous pouvez quand même avoir une fourchette. Sachez que voilà ce que vous a dit Samuel, effectivement, parce que là, il travaille, mais il se forme en même temps. Donc, il y a des grilles à respecter, des grilles en fonction du niveau des diplômes, de l'âge également et de l'expérience dans le contrat. Mais après, une fois que le contrat d'apprentissage est terminé, ça y est, il y a le vrai salaire qui arrive sur un poste à temps plein. Puisque là, c'est aussi parce que sur un contrat d'apprentissage, il y a une période en formation et une période en entreprise. Donc, il n'y a pas un temps plein aussi sur le lieu d'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense pas. En tous les cas, ils ont l'air sages parce que là, je vois une caméra allumée avec des élèves positionnés. Je vois pas bien de loin, mais ça a l'air très sage. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer ce webinaire. Donc, si vous pouviez, sauf les invités, bien évidemment, vous déconnecter. Et puis, donc, je vous dis à très vite.